Bonsoir à tous et bienvenue. À 14 mois de la CAN en Côte d'Ivoire, le président de la CAF est à Abidjan pour évaluer les préparatifs du tournoi. Il a été reçu ce lundi par le président Alassane Ouattara. Patrice Motsepe se dit confiant quant à la capacité de notre pays à organiser la compétition continentale. Et pour coordonner justement l'organisation de la prochaine CAN, la Confédération africaine de football s'installe dans la capitale économique ivoirienne. Le siège du bureau permanent de l'institution sportive a été inauguré dans la journée à Cocody. C'est la confusion sur certaines lignes de transport à Abidjan, bien que le prix du gasoil n'ait pas augmenté. Certains tarifs connaissent une hausse. Des acteurs profitent de l'augmentation du prix du super pour créer la confusion et renchérir leurs revenus. Alors que le super est peu utilisé par les transporteurs, les zones et les lignes concernées à suivre dans ce journal. La Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 devrait se tenir en juin 2023 en Côte d'Ivoire. À 14 mois de l'échéance, le président de la Confédération africaine de football, la CAF, est à Abidjan pour évaluer les préparatifs du tournoi. Il a été reçu ce lundi par le président Alassane Ouattara. Patrice Motsepe se dit confiant quant à la capacité de notre pays à organiser la compétition continentale. Les précisions de Pierre Dipomelin et Fulgence Kissiedou. Le président de la CAF, Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, et sa délégation accompagnée du ministre des Sports et de l'économie sportive, ainsi que le président du COCAN, chez le Premier ministre Patrick Kachi. Au cours des échanges, l'état d'avancement sur l'ensemble des chantiers dans les 5 villes du pays devant accueillir la CAN 2023 présentée à l'hôte du jour. Une heure après, le cap est mis sur la présidence de la République, où le président Alassane Ouattara l'attendait. Les deux hommes ont échangé pendant quelques dizaines de minutes. Comme à la primature, Patrice Motsepe a salué le leadership de la Côte d'Ivoire et s'est dit rassuré par ce qu'il a vu, touché et entendu dans le cadre des préparatifs de la CAN 2023. Nous avons constaté que beaucoup de choses ont été faites en ce qui concerne les hôtels et autres infrastructures, ce qui nous rassure. Nous estimons à environ 200 pays et plusieurs centaines de millions de personnes qui vont porter leur attention au pays et à l'événement qui va avoir cours. C'est donc une question de dignité du football africain. Le Premier ministre que j'ai rencontré plus tôt nous a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que ce soit une belle CAN. La Coupe d'Afrique des Nations est prévue en juin 2023 en Côte d'Ivoire. La compétition va se dérouler à Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Quelques jours avant cette visite du président de la CAF, l'ONS, l'Office national des sports, a fait le point des travaux de réhabilitation et de construction des stades à travers le pays. S'il est à noter une bonne avancée, il en reste encore beaucoup à faire dans cette course contre la montre. La CAF gardera un œil sur les préparatifs de la prochaine CAN. La Confédération africaine de football vient de s'installer durablement dans la capitale économique ivoirienne. Le siège de son bureau permanent a été inauguré dans la journée à Cocody en présence du ministre ivoirien des Sports. Le témoignage de Salif Alekwe et Mathurin Badé. Cocody Riviera Bonoumin. La Confédération africaine de football s'installe dans ses locaux. L'inauguration de cet immeuble R+4, qui est désormais la permanence de la CAF à Abidjan, a été faite en présence du président de la fêtière du foot africain Patrice Motsepe. À cette occasion, le ministre ivoirien des Sports et du Développement de l'économie sportive a rassuré quant à la livraison dans les délais de toutes les infrastructures devant servir à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, que la Côte d'Ivoire va accueillir du 23 juin au 23 juillet 2023. Vous avez senti l'engagement du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui a investi déjà pas moins de 400 milliards en infrastructures sportives, d'hébergement et en infrastructures routières et infrastructures connexes. La Côte d'Ivoire tient à organiser une CAN exceptionnelle. Toutes les infrastructures sportives, d'hébergement, toutes les infrastructures seront livrées le 31 décembre 2022. Pour sa part, la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football s'est réjouie de la présence de la CAF sur les bords de la lagune Ébrié, gage de relations excellentes entre la Côte d'Ivoire et la CAF. Ce bureau est donc le maillon nécessaire
du travail d'équipe qui augure d'ores et déjà la réussite de la CAN 2023. Je saisis cette occasion pour souligner l'importance particulière que revêt ce moment que nous vivons et qui peut être assimilé, je dirais, qui doit être assimilé au coup de sifflet qui marque le coup d'envoi de l'organisation effective de la Coupe d'Afrique des Nations CAN, confiée à notre pays et qui honore tous les Ivoiriens à n'en point douter. Saluant les efforts des autorités ivoiriennes dans le cadre des préparatifs de la CAN, Patrice Motsepe s'est dit confiant quant à la réussite de ce grand rendez-vous du ballon rond en 2023. Et je suis très satisfait du progrès qui a été fait jusque-là. La CAF veut faire de la CAN Côte d'Ivoire 2023 la meilleure que l'Afrique ait connue. Le président a visité des installations à San Pedro, l'une des villes qui va accueillir la CAN. Une rencontre avec les présidents de clubs était également au menu de son séjour en Côte d'Ivoire. Certains transporteurs veulent-ils créer la confusion et profiter pour augmenter les coûts du transport? De toute évidence, c'est ce qui se passe sur plusieurs lignes. Bien que le prix du gasoil n'ait pas augmenté, certains tarifs connaissent une hausse. Des acteurs profitent de l'augmentation du prix du super pour renchérir leurs revenus, alors que le super est peu utilisé par les transporteurs selon notre équipe déployée sur le terrain. Les zones et les lignes concernées dans ce sujet de Brice Niawa et Tanguy Conan. Le carburant, notamment l'essence super sans plomb, est passé de 635 francs à 695 francs le litre depuis le 1er avril dernier. Si le prix du gasoil est resté inchangé, 615 francs le litre, c'est pour éviter une répercussion sur le coût du transport et des biens de consommation en Côte d'Ivoire, selon Thomas Camara, ministre de l'Énergie. Mais le constat est tout autre sur le terrain. Cette augmentation de 60 francs sur le litre du super a poussé plusieurs transporteurs à revoir leurs tarifs à la hausse, comme dans cette gare de la commune de Yopougon. Les frais de transport de la ligne Lièvre-Rouge-Sidessi ont augmenté de 100 francs. Pour moi, c'est super. Donc, quand j'ai fait mes analyses, ça ne m'arrange pas. On a augmenté de 300 à 400 par l'air. Avant, on prenait au nord 250, mais on a fait ça à 300 maintenant, par l'air 400. Bon, si nous, on fait pour nous à 300, et puis ceux de super viennent faire à 400. Les clients même, ils vont dire non, ici, là, nous, on prend à 300, pourquoi toi, tu fais à 400? Donc, ensemble, on s'est réunis pour faire le prix à 400. Là, comme cela, on soutient les autres pour qu'ils puissent aussi relever le défi de leur carburant. Même constat avec ces transporteurs rencontrés dans la commune de Cocody. Pour eux, pas question de garder les mêmes tarifs quand le prix du carburant augmente. Plus 50 ou 100 francs sur les prix habituels en fonction de la destination du passager. Je fais Cocody-Château. Bon, c'est 500 francs, on prend. Mais maintenant, en fait, que le carburant a augmenté un peu, bon, on fait à 600 francs. Actuellement, toutes les sorties qui viennent, tout est super. Ils ont supprimé les gasoils ne viennent plus. Mais quand tu vois qu'avant, tu prenais 11 000, 12 000. Maintenant, ils te retrouvent à 15 000, mais 16 000. Tu vois qu'il y a une défaillance. Les transporteurs de la commune de Trècheville ne confirment pas cette augmentation des tarifs. Normalement, c'est nous les chauffeurs, les têtes des chauffeurs, là. C'est nous, on se réunit et puis on fixe les prix selon le changement de quelque chose sur la ligne. Beaucoup de fois, nous ne travaillons pas avec le super. On travaille avec le gasoil, donc on n'a pas encore touché les prix. Si cette hausse des prix n'est pas officielle, elle est cependant constatée par les passagers. D'ici à la CNPS, c'était 400, mais c'est devenu 500 francs. Parfois, c'est difficile d'y aller directement. On est obligé d'emprunter plusieurs véhicules et cela nous revient très cher. En aller-retour, c'était 800 francs CFA. Aujourd'hui, c'est devenu 1000 francs. C'est difficile pour nous. Je demande au moins que les autorités viennent sur le terrain pour voir est-ce que les décisions qu'ils ont prises là-haut sont appliquées sur le terrain. Parce qu'on dit que ça n'augmente pas et on voit que ça augmente. Mais il n'y a personne pour contrôler, il n'y a personne pour dire pourquoi est-ce que vous faites ça. Les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Au moment où il est dénoncé une flambée générale des prix, un contrôle régulier est plus que nécessaire pour éviter l'anarchie des prix. La modernisation du transport routier serait-elle une alternative aux augmentations tout azimut sans fondement possible? Ce qui est plus sûr, c'est que ces applications de type VTC se multiplient. La dernière est née ce lundi. Il s'agit de Ivoire Taxi, promu par des jeunes Ivoiriens. On fait le point avec Salif Yalekwe et Mathurin Badé. Une nouvelle application dans le transport urbain à Abidjan. Ivoire Taxi a été présentée aux usagers.
Selon ses initiateurs, la nouvelle application offrira aux clients des taxis éponymes, le confort et la sécurité. C'est une application mobile, 100% ivoirien, c'est qu'elle est basée uniquement sur des taxis ivoires et des taxis compteurs. Donc c'est une application qui est assez facile à utiliser, qui vous garantit une sécurité lorsque vous l'utilisez, qui vous donne également un grand confort au niveau des véhicules dont nous disposons. Les conducteurs et propriétaires de taxis compteurs sont exposés à vraiment une problématique qui est de digitaliser le secteur et aussi de renforcer la capacité technologique pour faire face à la concurrence, l'insécurité face aux conducteurs, à la fois aussi les usagers. Ajouter à cela l'ennuyeuse question de la monnaie, nous avançons toujours dans la dynamique de pouvoir digitaliser le secteur du transport, le rendre plus performant et aller à l'aide de la technologie qui est plus ou moins très avancée. Ce nouvel instrument est apprécié par les propriétaires de taxis. Cette nouvelle offre vient dans un contexte marqué par la mise en application de nouvelles réglementations dans le secteur des transports, notamment des VTC. Moderniser le transport en digitalisant les services, c'est bien, mais il faut aussi moderniser et réformer les habitudes de certains conducteurs, auteurs récidivistes d'infractions au code de la route. C'est ce que vise le ministère des Transports qui lutte âprement contre l'incivisme routier. La commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire vient à nouveau de retirer 18 permis de conduire à des automobilistes responsables d'accidents de la circulation. Mythilène Légré, Arona Zeba. Après l'analyse de 22 dossiers de conducteurs ayant causé 6 décès et 21 blessés, la commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire a retiré 18 permis de conduire. Koné fait partie de ces conducteurs. Son permis lui a été retiré pour 5 ans. Le 7 décembre, j'étais là où il quittait vers Badon, il venait vers Sinakasidi. Et un emprunté de bas, il voulait pour nous tracer la route. Donc il est venu taper la voiture, puis il est tombé. Comme il est tombé, il va par les genoux égarés. Il a appelé les pompiers, ils sont venus faire le constat. Ils sont venus prendre les blessés pour aller, donc il a appelé les policiers, ils sont venus faire le constat. Donc après le constat, il a couru derrière permis, on est allé retirer au plateau. Il me s'est rendu au plateau là-bas. Ils m'ont donné le papier, il attend 5 ans. Pour venir en aide aux conducteurs concernés par cette sanction, le président de l'Association des droits et devoirs des chauffeurs plaide pour une réduction de peine et pour une formation professionnelle. Lorsqu'on parle de la formation des conducteurs, on nous fait savoir qu'il y a des programmes qui sont en cours. Mais en même temps que les programmes sont en cours, les accidents se font. Et pourtant, depuis 2014, on a un projet d'identification, de formation, d'encadrement et de suivi des chauffeurs depuis 2014 qui n'a jamais eu regard des gouvernants. Et aujourd'hui, les accidents sont devenus de plus en plus sérieux, de plus en plus graves. Donc nous, vraiment, on attend que les ministères, les deux ministères, le ministère de l'Artisanat et le ministère des Transports, joignent leurs forces et nous aider à avoir des financements pour former les conducteurs. Depuis sa mise en place en 2018, la commission de suspension et de retrait du permis de conduire a retiré au total 1078 permis. Nous, c'est une procédure administrative. Il y a des procédures pénales qui vont parallèlement à la procédure, aux procédures administratives que nous engageons. Et les retraits, c'est pourquoi on dit commission spéciale des retraits. Nous, notre objectif, c'est de faire des retraits ou de faire des restitutions si la faute n'est pas avérée. Si l'infraction, nous jugeons que l'infraction n'est pas avérée ou que la personne peut bénéficier d'un cas de sursis. À travers le retrait de ces permis de conduire, le ministère des Transports veut renforcer la lutte contre les accidents de la circulation et l'incivisme routier en Côte d'Ivoire. Le LANEMA, Laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse, veut promouvoir la qualité pour la sécurité des consommateurs. Ainsi a été instituée la première édition des Journées des compétences qui a eu lieu ce mercredi au siège de l'organisation à Adjamé en présence de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedou. La promotion de la qualité et de la protection du consommateur, quel défi pour le LANEMA? C'est autour de ce thème qu'ont eu lieu les échanges et autres activités qui ont meublé la première édition des Journées des compétences du LANEMA. Étalonnage des instruments de mesure, essais et analyse de la qualité des produits, sécurité des aéronefs et certification d'aéroports sont entre autres les activités menées par ce laboratoire pour garantir aux populations des produits et services sécurisés et de qualité. En général, les industriels nous saisissent ou le Conseil national des consommateurs nous consulte pour
vérifier si ces produits mis sur le marché respectent des normes. Aujourd'hui, je prends le cas de l'huile de table, par exemple. L'huile de table doit être enrichie à la vitamine A. Si on retrouve sur le marché de l'huile de table non enrichie à la vitamine A, il faut saisir ce produit. Nous contrôlons la qualité, par exemple, je prends l'exemple du sel. Le sel doit être enrichi à l'iode pour justement la santé des populations. Donc nous avons un éventail de produits comme ça dont les normes sont rendues d'application obligatoire. Au regard de ses missions de service public et de protection des consommateurs, cette structure bénéficie du soutien du gouvernement à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie, son ministère de tutelle. Nous sommes dans un contexte international très ouvert où les économies sont véritablement en compétition, les entreprises sont en compétition et dans un tel contexte, la qualité reste un outil stratégique donc d'accès au marché donc, et de compétitivité. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a fait toujours de la qualité, en tout cas une stratégie essentielle dans le développement industriel. Le LANEMA, c'est aujourd'hui un laboratoire de référence dans la sous-région et le gouvernement veut en faire véritablement sur toutes les activités donc, liées au contrôle de la qualité, un laboratoire de référence non seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans la sous-région. Créé en 1985 en qualité de direction centrale, le LANEMA a été érigé en établissement public à caractère industriel et commercial en 1991. Tous les Ivoiriens le connaissent, presque tous l'ont consommé au moins une fois ou le consomment régulièrement. C'est un plat accessible et économique. Depuis quelques années, des entrepreneurs ivoiriens tentent à moderniser sa commercialisation. Je vous parle de l'incontournable Garba, très apprécié des Abidjanais. L'une de nos équipes est allée à la rencontre de Igarba, un promoteur dont le restaurant est en service H24. Saïdi Ouedraogo, Mathurin Badé et Tanguy Conan. Un mets très prisé des Ivoiriens depuis des décennies. L'atiéké au poisson-thon est généralement consommé aux abords des rues de la capitale, dans des lieux dont l'hygiène laisse à désirer. Depuis quelques années, les commerçants se livrent à une rude concurrence pour améliorer leur service. Plus spacieux, ventilés et régulièrement nettoyés, ces garbadromes d'un nouveau genre attirent de plus en plus d'Ivoiriens. J'ai l'habitude de venir précisément ici au Garba Choco d'Angré par rapport aux autres garbadromes. Tu vas t'asseoir, tu vas lutter les poissons, le poisson-thon comme on le dit. Et puis souvent il y a des mouches. Comme vous voyez, il n'y a pas de mouches, tout est propre. Le Garba Choco, comme on l'appelle à Abidjan, se réinvente comme ici à Cocody-Angré. Sidibé Amadou, jeune entrepreneur ivoirien, a décidé de mettre la barre haute. Son restaurant n'offre que du garba au standing 24 heures sur 24. J'ai pensé aussi au gars de la nuit. C'est vraiment important. On est tous sortis la nuit, quand tu sors, quand tu rentres souvent, tu as faim, c'est pas ce que faire. Donc j'ai fait ça là pour offrir cette opportunité-là à ceux de la nuit. On peut dire modestement que nous sommes les producteurs de ce système marketing du garba. C'est un plaisir pour moi. Ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Ça veut dire que je tiens le bon filon en fait. Je ne me suis pas trompé. Une stratégie marketing qui marche puisqu'elle attire un bon nombre de clients de classe moyenne. J'avais l'habitude de passer en fait devant l'enseigne Igarba, voilà, donc ça m'a interpellée. Enfin moi et mon mari, ça nous a vachement interpellés parce que c'était quelque chose qui était brandé, on voit qu'il y a un travail et c'est pas forcément ce dont on a l'habitude pour des vendeurs de Garba. Donc là aujourd'hui, j'avais envie de manger, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et nous y voici pour la première fois. Pour moi, le prix est vraiment abordable. Pour un Garba de ce type-là avec le cadre et tout, vraiment le prix, ça va. Donc c'est pour ça que et puis c'est bien fait. En plus de cela, quand tu es bien accueilli, le propriétaire même il est toujours là, il peut parler avec vous. Et puis bon, le plat, franchement, quand vous regardez, je ne suis pas à mesure de travail, c'est ça le jour. Cette révolution du garba par certains acteurs du secteur est un challenge pour les autres vendeurs traditionnels qui vont être obligés d'améliorer leurs services s'ils veulent survivre à la concurrence. Ce soir, on s'intéresse aussi au miel. On l'aime pour son goût et ses nombreuses vertus sur la santé. Mais si tous sont unanimes sur les bienfaits du miel, celui produit dans la région du Grand Nord, et précisément à Korogo, fait partie des plus prisés. Pour les apiculteurs de cette ville, cet intérêt est lié à la qualité et à la rigueur dans la production. À la découverte du miel de Korogo, un reportage signé Nadia Eja
et Eric Kimo. Il est un peu plus de 20 heures. Yala Timatio et son collaborateur se préparent pour une récolte de miel. Après avoir enfilé sa combinaison de protection contre les piqûres, il s'enfonce dans la nuit. Direction les ruchers semi-modernes en pleine brousse. Sur place, il vérifie la maturité. Vous voyez ici, c'est pas operculé. C'est pas fermé quoi. Tu vois, en haut là, c'est fermé. Ça, c'est pas fermé. Ça veut dire que c'est pas encore mûr. Yala Tima, avec ses 30 ans d'expérience, affirme avec sérénité malgré l'agitation des abeilles. Après plusieurs inspections, il trouve enfin des rayons remplis du liquide précieux. C'est operculé, bien, tout est fermé. T'as vu, non? Voilà. Tout est bien fermé. C'est ça. Prochaine étape, la miellerie. Après avoir recueilli le miel, grâce à ce grand bac, le produit filtré plusieurs fois est conditionné dans ses pots. Si ce tapiculteur utilise une technique semi-moderne, d'autres sont encore à l'ancienne. Avec comme seule protection des plantes frottées sur le corps, ces cueilleurs bravent les piqûres d'abeilles pour trouver leur jaune au-dessus des arbres. Une passion pour ce diplômé d'université reconverti en apiculteur. Pour lui, le miel du Nord avec ses qualités n'a plus de secret. Quand tu rentres dans le Grand Nord, vous savez que les plantes qui sont chez nous, c'est communément le miel même qu'on appelle, c'est le miel à plusieurs vertus. C'est le nom même du miel du Nord. On peut aller prendre du pollen de manguier, du pollen de citronnier, du pollen de baobab, du pollen, etc., des arbres même médicinales qui se trouvent. Et même de toutes fleurs. Ce qui a fait que les gens disent beaucoup que je préfère le miel du Nord ou bien le miel de Corgo. C'est vrai, c'est parce que le miel est plus médicinal et spirituel chez nous. Donc il y a ce qu'on appelle la tricherie dans la production du miel que nous ne faisons pas. S'il s'en sort relativement bien, l'activité est secondaire chez la plupart d'entre eux, en raison de la saisonnalité de la récolte. La récolte, ce n'est pas à saison, c'est saisonnier. Donc il faut une autre activité pour ajouter, pour pouvoir t'accompagner lorsque vous êtes en phase de production. Donc à partir du mois de février, mars, avril, en tout cas c'est la plus grande production. C'est à partir de là les gens produisent. Mais à partir de déjà, au mi-mai, autour des 15 mai, vous voyez que les premières pluies commencent à venir. Et quand il y a trop d'eau dans le miel, là ça crée ce qu'on appelle une fermentation. Avec ses nombreuses vertus, le miel est utilisé en santé pour la fabrication des produits cosmétiques, tels que le savon et les crèmes corporelles. Et c'est sur cette note que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossou. Merci de l'avoir suivi.